Bonsoir à tous. Unité Marois nous présente. Roger Pédopoulos. Présent. Nicole Billou. Présent. Francis Land. Présent. Nicole Dussault. Présente. Michel Bille. Présent. Anne Chauvency. J'espère qu'elle va arriver. Joaquin Costa. Présent. Marie-Lynne Payroudet. Présent. Bruno Vernès. Présent. Valérie Cazenave-Millet. Présent. Thierry Annette. Présent. Céline Lacoste. Présent. Frédéric Lespudé. Présent. Jennifer d'Aragon. Présent. Pachi Elisèche. Présent. Philippe Le Glorieux. Présent. Julie Champagne. Présent. Michael Barra. Présent. Bon, pointera Anne quand elle arrivera. Donc nous avons le quorum total. Tout le monde, enfin si Anne arrive, tout le monde est présent. Donc je déclare l'ouverture de la séance. Je voudrais désigner pour ce conseil municipal secrétaire de séance. Et je vous propose Anne Chauvency, si elle arrive. Quelqu'un peut lui envoyer un petit texto pour savoir ce que c'est. Elle est là, elle est là. Elle est là. Ouais. Donc elle a gagné sur la séance. Je regarde si Il n'y a pas de procuration. c'est les margements. Vous avez tous reçu le compte rendu du dernier conseil municipal. Je dois le soumettre à votre approbation. Il n'y a pas d'objection, il n'y a pas de remarques, personne n'est contre. Il est adopté à l'unanimité. Nous passons à l'ordre du jour du conseil municipal. Hop. Il s'agit, pour commencer, c'est pas une délibération avec un vote. Bonjour Anne. Bonjour Marc. Bonsoir. Vous est désigné secrétaire de séance. Alors, comme chaque fois qu'il y a des décisions qui ont été prises depuis le dernier conseil municipal, je dois vous en faire part. Alors, c'est à propos de l'accord cadre à bon de commande pour les travaux de voirie qui a été conclu pour la période de 2018 à 2022. Le montant total des bons de commande pour les travaux de voirie 2020, 54 475,15 € hors taxe, étant supérieur au montant maximum annuel du marché qui se limite à 50 000 € hors taxe, j'ai procédé à la signature d'un avenant conformément au terme du marché pour porter le montant des bons de commande à 57 500 €. Une petite différence dont je vous informe. Parallèlement, j'ai signé 3 bons de commande pour un montant total de 54 475,15 €, le montant que je vous signalais tout à l'heure, hors taxe pour engager les travaux de voirie 2020 prévus au budget et présentés en commission de travaux. Il s'agit, pour vous les détailler, de la réfection de l'allée des Coteaux, le traitement des eaux pluviales de la rue Prosper Lousteau, la réfection des trottoirs de la rue du Fer à Cheval et la création d'un ralentisseur à l'entrée de ce lotissement Sulpi. Il n'y a pas de vote, c'est une annonce. Nous passons au projet de délibération suivant que je demanderai à Roger Pédopoulos de nous rapporter avec la convention avec le conseil départemental pour la mise en place et l'entretien de radars pédagogiques sur l'avenue Martinelle de la Sens. Tu y es, Roger? Oui. C'est bon? Bon. Le conseil départemental doit réaliser, à la demande de Madame le maire, des aménagements de sécurité sur l'avenue Mortimer de la Sens, la RD 209, au croisement avec l'allée des Coteaux, afin de ralentir la vitesse des véhicules, à cet endroit, et en vue d'améliorer la sécurité des riverains. Parmi ces aménagements, le conseil départemental va financer et implanter 2 radars pédagogiques pour rappeler aux usagers de cette voie la limitation de vitesse dans ce secteur et pour les inciter à ralentir. Toutefois, le conseil départemental n'ayant pas vocation à gérer dans le temps ce type de matériel, il propose à la commune une convention en vue de lui transférer l'entretien et la gestion de cet équipement. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le transfert à la commune de l'entretien et de la gestion de ces 2 radars pédagogiques et d'autoriser Madame le maire à signer la convention correspondante. Merci. À se prononcer, et voilà.
questions? Il n'y a pas de remarques. Qui est pour? Contre? Je n'en vois pas. Abstention? Non plus. Cette délibération est adoptée à l'unanimité. Je demanderai à Bruno Vermès de nous présenter la prochaine. Il s'agit de la vente de terrain au conseil départemental dans le cadre de la construction de la digue contre les inondations du Gave. Bruno. La commune a été amenée à céder au conseil départemental les terrains nécessaires à la réalisation de la digue de protection contre les crues du Gave. Il a été convenu au début du chantier que la vente serait réalisée à la fin des travaux au vu d'un document d'arpentage recensant précisément les terrains réellement utilisés pour la construction de l'ouvrage. Ainsi, après réalisation du document d'arpentage par géomètre, les terrains concernés sont les suivants. Section AA 47, au lieu dit le coin, nature, c'est un prêt de 11 arts et 82 centiards. En section AA, numéro 49, rue du 8 mai 45, terrain d'agrément en sol et sol pour 20 arts et 19 centiards. En section AA, numéro 50, rue du 8 mai 45, terrain d'agrément et sol, 20 arts et 87 centiards. En section AA, numéro 52, au Le Coin, taille simple pour 10 arts et 58 centiards, soit un total de 63 arts et 46 centiards. Le conseil départemental propose d'acquérir ces parcelles au prix de 1,25 €, indemnité pour perte de revenus incluse, soit un montant de 8 568 €. Il est donc proposé au conseil municipal de régulariser la prise de possession de ces terrains en autorisant la vente de ces parcelles au conseil départemental et d'autoriser Madame le maire à signer l'acte en la forme administrative correspondante. Merci, Bruno. Invité à se prononcer. Si tu veux, ça, on va répéter, vas-y. Et après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise la vente des parcelles ci-dessus, désignées au conseil départemental correspondant à l'emplacement de la digue de protection contre les inondations du Gave, autorise Madame le maire à signer l'acte en la forme administrative correspondant ainsi que toutes les pièces annexes y afférentes. Précise qu'il sera fait recette de la somme de 8 568 € au compte 775 du budget 2020. Merci beaucoup. Bon, c'est pas, ce ne sont pas des hectares, ce sont des tout petits bouts de parcelles sur lesquels se situe l'emprise de la digue. Donc on est là en train d'arriver au bout de ce processus d'acquisition et surtout de construction de la digue. On aurait pu en faire cadeau au conseil départemental à l'échange d'une digue à 1,5 million, mais toutes les recettes sont bonnes à prendre, alors même 8 568 €, ben, on les prend, hein, on les accepte. Donc je vous propose d'adopter cette délibération. Qui est pour? Contre? Abstention? Il n'y en a pas. Poser une petite question, excusez-moi. Pardon, il y a une question? Oui, c'était juste pour savoir le compte 775, savoir à quoi ça correspond. J'en sais fiche rien. On va demander à M. Domenech, s'il a la réponse. C'est un compte de recettes. D'accord. Toutes les recettes de vente sont constatées sur ce compte-là. Ok. Voilà. Donc c'est pas affecté à un poste spécifique dans le budget, ça reste là pour quand le besoin est. Il n'y a pas d'affectation entre les dépenses et les recettes sur le budget. Ouais. Toutes les recettes financent toutes les dépenses. Donc c'est vraiment un compte de recettes classique.
Ils vont reconstituer toutes les recettes. D'accord. quelle qu'elle soit. Bien, donc c'est adopté à l'unanimité, je vous remercie. Nous allons passer à la suivante. Il s'agit de demander à Francis Land de nous présenter l'adhésion au marché de la SPL, Société publique locale Pau Béarn Pyrénées Restauration, pour la confection et la livraison de repas scolaires. Par délibération en date du 15 octobre 2018, la commune a approuvé la création de la société publique locale SPL Pau Béarn Pyrénées Restauration. La création de cette société permet d'associer les communes actionnaires à la gestion courante de la cuisine communautaire, dont l'exploitation est confiée à la SPL Pau Béarn Pyrénées Restauration par la communauté d'agglomération dans le cadre d'une délégation de services publics. Conformément aux dispositions de l'article L. 2511-1 du Code de la commande publique, la commune de Mazères-le-Zon, en tant que commune actionnaire, peut acheter des repas à la SPL sans publicité ni mise en concurrence préalable afin de satisfaire ses besoins en restauration scolaire. À ce titre, il est nécessaire de passer une convention entre la SPL Pau Béarn Pyrénées Restauration et la commune afin de définir les modalités techniques, administratives et conditions financières selon lesquelles la SPL Pau Béarn Pyrénées Restauration fournira les repas à la commune de Mazères-le-Zon. Il est donc proposé d'autoriser la commune à adhérer au marché de confection et livraison de repas scolaires. Le marché prendra effet au 1er septembre 2020 pour une durée de 5 ans. Invité à se prononcer après en avoir délibéré, le conseil municipal, vu le projet de convention, décide d'adhérer au marché de confection et de livraison de repas scolaires, autorise Madame le maire à signer la convention correspondante avec la SPL Pau Béarn Pyrénées Restauration. Merci. Vous avez en pièce jointe le marché type, la convention type, dont nous remplirons les blancs si la délibération est votée. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Oui, s'il vous plaît. J'aimerais savoir pourquoi on s'engage sur 5 ans. Est-ce que c'est une contrainte ou un choix? C'est une proposition du conseil communautaire à toutes les communes actionnaires de la SPL. Ainsi, la convention est valable pendant 5 ans. Donc c'est valable, mais c'est pas... Enfin, comment dire? Nous ne pouvons pas choisir si ça dure un an, par exemple. Il faut qu'on s'aligne tous parce qu'actuellement, en ce moment, ces jours-ci, toutes les communes vont avoir un conseil municipal au cours duquel elles vont délibérer si elles sont, bien sûr, membres associés de la SPL. Donc tout le monde vote le même texte dans les mêmes termes. Et Et ça veut dire ensuite, qu'on a... le conseil communautaire aussi. Okay, ouais. Ça veut dire qu'on a accès à ces services pendant 5 ans, ou on est contraint d'utiliser ces services pendant 5 ans? Oh ben, oui, on est contraint, on le veut, on le souhaite. Donc on signe une convention pour 5 ans. Et on ne peut pas en sortir pendant 5 ans, c'est ça? Pour comprendre si c'est un accord ou une contrainte. Ça, Il y a des pénalités. c'est les deux en fait. Okay. C'est un accord aussi parce que toutes les communes ont été consultées avant, préalablement, dans les différentes conférences de la communauté d'agglomération. Et nous avons été représentés par Francis Land. Ouais. Ok, merci. Il y a d'autres questions? Juste pour appuyer, la remarque derrière, c'était d'essayer de comprendre au-delà de cet engagement de 5 ans, qui donc se fait parce que toutes les communes le font et que c'est un accord qui est passé au sein de l'intercommunalité. Quel levier, en fait, après, en tant que commune, on pourrait avoir pour, si jamais au cours de ces 5 ans, il y a des souhaits, des envies de travailler pour améliorer ce service-là, enfin, pour être vraiment acteur aussi de ce qui est fourni comme repas aux enfants de l'école. Eh bien, c'est au sein de la SPL que ça se discute, que ça a déjà été discuté, d'ailleurs, ce genre de choses. Donc, si vous lisez bien tout le document type, oui, ça décrit tout est détaillé, mais Francis Land. Alors, il y a une assemblée spéciale qui se réunit, il y a le conseil d'administration et les élus sont représentés au sein du conseil d'administration. Il y a quand même beaucoup de communes qui ont adhéré.
la majorité, la grande majorité adhère. La quasi-totalité. La quasi-totalité. Alors, moi j'étais donc à l'Assemblée spéciale. On a effectivement discuté de cette convention. Alors, ce qu'il faut savoir, moi j'ai eu des infos là, depuis la dernière réunion, depuis la dernière assemblée. C'est en fait un projet de convention, puisqu'elle va être amendée. Et en particulier, moi j'ai demandé en séance que, si vous regardez, il y a un article à un moment donné qui parle de tout ce qui est restauration bio et circuit court. Donc j'ai demandé à ce que ça soit amendé et qu'on cite en particulier. Alors je vais vous dire exactement la convention qu'on aimerait être modifiée. Qualité des repas, le titulaire s'engage à appliquer les exigences imposées dans le cadre de la loi EGalim et ainsi atteindre 50% de produits sous signe de qualité d'ici 2022, dont 20% de bio. En fait, c'est la loi, mais j'ai demandé au nom du conseil municipal de Mazères, j'espère que tout le monde sera d'accord, à ce qu'on affiche ces objectifs de qualité, effectivement, parce qu'il faut que ça rentre dans la convention et qu'on se donne des moyens, effectivement, d'arriver à cet objectif qui est réglementaire, mais qui me semble être à minima ce qu'il faut qu'on obtienne au plus vite. Voilà, c'est la loi, donc c'est bien l'intention de la SPL, mais Francis Land a demandé que ce soit explicitement écrit noir sur blanc. Alors, je n'étais pas le seul, enfin, j'ai fait la remarque, effectivement, l'ensemble des élus qui représentaient les automobiles étaient d'accord, effectivement, pour qu'on touche ça sur le papier. Juste une remarque. Oui, la loi EGalim s'arrête en 2022. Ça aurait été intéressant de demander la prolongation de cette loi jusqu'à la fin de la convention. Oui, alors déjà, la première chose, il faudrait qu'on arrive déjà aux objectifs parce qu'on en est encore assez loin, hein, donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on s'engage tous ensemble. Et puis, effectivement, après, bien évidemment, il s'agira au maximum de ce qu'on peut faire. Et comment on s'engage tous la ensemble? volonté politique, elle n'est pas de revenir en arrière à un moment, au contraire, c'est plutôt de progresser même si on peut aller au-delà de la loi EGalim. Mais enfin, arrivons-y déjà, et puis après, si on peut faire encore mieux, on le fera. Rien ne l'empêche, en tout cas. Le texte tel qu'on va le voter ce soir ne l'interdit pas. C'est dans le temps. Comment? Je dis c'est dans le temps, parce qu'elle s'arrête en 2022, la loi EGalim. Oui. Donc elle va être remise à plat, on ne sait pas ce qui va se passer. Ah ben, si elle est encore plus... elle sera peut-être moins. exigeante, et bien on s'adaptera, hein, bien sûr, qu'on suivra les textes de loi, évidemment. Voilà, mais c'est à l'Assemblée spéciale et aux représentants, effectivement, de veiller à ce que tout ça soit... Je remercie Francis Land qui a été attentif et qui a fait cette remarque en réunion de la SPL et qui a été sans aucun problème précisé. Oui. Juste pour cette assemblée spéciale a lieu une fois par an et après les conseils d'administration, il y en a combien dans la liste? Alors je pense qu'un conseil d'administration, il va y en avoir un par an. Un par an. Et des réunions, c'est deux par an, ça fait l'assemblée spéciale. Okay. Et donc il y a tout un service à la Condalio avec des gens qui sont à temps plein sur le fonctionnement des cuisines. Donc il y a à la fois un service administratif, trésorier, et puis également toutes les personnes qui travaillent aux cuisines centrales à côté de Jurançon pour préparer les repas, les cuisiniers. Voilà, qui s'occupent. Et ça, c'est des gros investissements qui avaient été faits, Monique, en 2000, quand ils avaient construit le bâtiment. La communauté d'Aglo s'était engagée à mutualiser tous ces repas, effectivement, pour que chacun puisse se servir par l'intermédiaire de ce service commun mutualisé. Il n'y a pas d'autres questions? Bon, qui est pour cette délibération? Qui est contre? Et qui s'abstient? 3 abstentions. Je vous remercie. Elle est adoptée avec 3 abstentions. La suivante, il s'agit du renouvellement des abris de touche du terrain d'honneur de football et demande de subvention. Et je demande à Joachim Costa de nous présenter cette délibération. Le rapporteur informe l'Assemblée que la commune a été saisie par le club de football de l'Azmur d'une demande de changement des abris de touche de terrain d'honneur de football du stade municipal qui sont vieillissants, plus de 40 ans. Le montant du renouvellement des 3 abris de touche, un pour le délégué, un pour les joueurs et entraîneurs de chaque équipe, s'élève à la somme de 4 791,66 € hors taxe.
informe l'Assemblée que l'acquisition de ce matériel est susceptible d'être subventionnée à hauteur de 50% par la Fédération française de football au titre du Fonds d'aide au football amateur, la FAFA. Il est donc proposé au conseil municipal de décider du principe de renouvellement de ce matériel et d'autoriser Madame le maire à solliciter une subvention de 50% auprès de la Fédération française de football au titre du Fonds d'aide au football amateur. Merci beaucoup. Oui. C'est bon? Oui. Merci. C'est comme Merci. Roger, moi, je travaille. On va donc décider du principe du renouvellement de ces abris et de m'autoriser à solliciter une subvention. Je précise que les crédits sont suffisants et sont inscrits au budget 2020 que nous avons voté, chapitre 21. Y a-t-il des questions? Ouais, Je suis Baraf. Est-ce qu'on a une idée des critères qui pourraient faire qu'on ait accès à ces subventions ou pas? Savoir si on vote pour 5 000 € Oui. ou pour 2500. Je ne sais pas comment on peut le dire, mais oui, on a déjà vu les critères requis par la FAFA pour délivrer cette subvention. On les remplit. Et bien entendu, on les remplira dans le type d'abri que l'on va choisir et installer. Ok, ça fera la nature des... Sans cela, on n'aura pas la subvention. C'est la nature des équipements qui définit ça? Oui, tout à Ok. fait. Merci. Ce sont des équipements standards, classiques, que l'on met sur tous les terrains de football. Hein. Et les anciens sont devenus inutilisables ou pourront être utilisés sur Alors, le terrain d'entraînement? Très bonne question. Les anciens, enfin, si on ne les changeait pas, on pourrait continuer avec cela, il n'y a aucun problème. Ils sont très anciens, ils ont plus de 20 ans, ils sont très abîmés. Et les anciens, on va les récupérer pour les placer sur le terrain de football d'entraînement. Ils serviront, on les repeindra un petit peu, on va les arranger un petit peu, mais on ne va pas les jeter, on va les garder et les mettre sur notre terrain, parce qu'actuellement, il n'y a que sur un terrain de foot qu'ils y sont. C'est le terrain d'honneur, c'est-à-dire celui qui est derrière la salle polyvalente, côté rocade. Et le nouveau terrain de football, qui n'en avait jamais eu, récupérera les anciens. D'autres questions? Le dossier a été étudié quand même avec le président du club, le district, la ligue, enfin c'est passé, on ne va pas comme ça. Ouais. Donc on est à peu près certain ensuite. Alors, ouais. Savoir que dans les abris qu'on a actuellement, sont couverts de tôle, ce qui maintenant est interdit. Oui, c'est plus dans les normes. Pour les matchs officiels, Tout à fait. c'est autorisé pour l'entraînement. L'entraînement. L'entraînement, on n'a pas de joueurs sur la touche, on n'a pas de délégué, on n'a pas de... Oui, Voilà. il n'y a pas les personnels officiels. Tout à fait. Bien. Pas d'autres questions? Non. Alors, qui est pour? Merci. Contre? Abstention? Il n'y en a pas. C'est adopté à l'unanimité. Je vous prie de m'excuser, mais monsieur le premier adjoint m'a fait remarquer que j'ai sauté une délibération, celle de la réhabilitation du bâtiment public Place Mendes France, et demande de subvention pour ce projet. Je demande à Francis Land de bien vouloir me la présenter. Le rapporteur informe l'Assemblée que le bâtiment communal situé place Mendes France et qui abrite le centre social, la crèche, la bibliothèque, la poste et les appartements communaux a été construit en 1984 et nécessite des travaux de réhabilitation. Pour mémoire, la commune a déjà engagé des travaux de réhabilitation sur le bâtiment. Extension et réhabilitation de la partie crèche municipale, réhabilitation de toute l'électricité du bâtiment, remplacement de toutes les portes en aluminium double vitrage, etc. Il convient aujourd'hui d'engager des travaux sur la partie du bâtiment qui est plus particulièrement mise à disposition du centre social. Ces travaux consistent principalement à réhabiliter la verrière du patio de l'entrée du bâtiment, le sol de la salle d'activité et des cheminements communs, les toilettes, la mise aux normes d'accessibilité handicapée. Le montant estimatif des travaux s'élève à la somme de 332 730 € hors taxe. Ah pardon, excusez-moi, je n'ai pas pris. 361. Je l'ai mis. Pardon, excusez-moi, puisqu'on a un petit changement sur le montant. 332
371 430 € hors taxe, incluant la maîtrise d'œuvre, ainsi que les frais d'études et de contrôle. Ces travaux sont susceptibles d'être subventionnés par l'État au titre de la DETR, ainsi que par le Conseil départemental au titre du soutien financier aux communes pour le maintien de leur patrimoine existant et des services à la population, ainsi que par la caisse d'allocation familiale. Il propose donc d'approuver le projet de réhabilitation du bâtiment abritant le centre social et d'autoriser le maire à solliciter auprès de l'État, de la caisse d'allocation familiale et de tout autre partenaire institutionnel susceptible d'intervenir financièrement le maximum de subventions possible. Invité à se prononcer et après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le projet de réhabilitation du bâtiment abritant le centre social, autorise Madame le maire à solliciter auprès de l'État, du conseil départemental, de la caisse d'allocation familiale et de tout autre partenaire institutionnel susceptible d'intervenir financièrement le maximum de subventions possible, précise que le financement de cette opération par la commune pourrait être réalisé sur fonds libres et ou par emprunt. Merci. Alors, je le redis, mais le montant de 371 430 € hors taxe, incluant la maîtrise d'œuvre ainsi que les frais d'études et de contrôle, c'est un montant estimatif du projet qui, pour l'instant, est fixé à partir d'une étude, j'ai envie de dire sommaire, sérieuse mais sommaire, et bien entendu, il s'agit ici d'être d'accord sur le principe de lancer ces travaux, mais surtout de m'autoriser à demander des subventions. Et pendant ce temps, on continuera à travailler le projet lui-même et à affiner le coût du projet lui-même. Donc on y reviendra, mais on commence parce qu'on a des délais tout court, à respecter, au-delà desquels on ne peut plus demander les subventions pour le projet. Donc c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc aujourd'hui, le plus important, c'est de faire les démarches. Ça ne veut pas dire qu'un projet ira jusqu'au bout, ce que j'espère qu'il ira jusqu'au bout. Mais quand on demande des subventions, c'est pour que les organismes sollicités puissent commencer à travailler la demande. Et donc on reviendra sur le projet, on aura l'occasion d'en reparler, bien sûr, dans le détail. Y a-t-il d'autres questions? Oui, du coup, c'était juste pour être un peu plus au courant sur la démarche jusqu'à présent. La mairie a sollicité, il y a déjà eu un rapport, c'est ça, enfin, les maîtres d'œuvre sont déjà rassemblés, ils ont proposé en fait un projet avec... Ils ont été consultés. D'accord. C'est l'agence publique de gestion locale ouais. qui est venue sur place, qui fait un diagnostic sur l'état du bâtiment. D'accord. Dans le but de rénover au moins les parties qui ont été décrites ici. Donc c'est un diagnostic très technique. Après, est-ce que je voulais juste savoir si la démarche avait été engagée avec les utilisateurs ou les utilisations futures de ces locaux aussi, pour essayer pour aménager ou optimiser au mieux ces travaux-là. Alors pas à ce stade-là, puisqu'on est dans les estimations. Et après, on pourra revenir vers les utilisateurs, comme vous dites, mais ce que l'on a déjà défini, c'est dans le cadre d'une utilisation courante. Donc, s'agissant par exemple du centre social et du centre de loisirs, ce sont des travaux qui leur permettront de continuer à, bien sûr, exercer ces activités-là. Mais nous n'en voyons pas de nouvelles a priori. Et de toute façon, s'il y en avait de nouvelles, si elles peuvent se dérouler dans le cadre de ce bâtiment rénové, tant mieux. S'il faut faire d'autres investissements, ça c'est encore autre chose. Pour l'instant, on est plutôt dans la rénovation du bâtiment qui en a cruellement besoin, parce qu'il est vraiment vieillissant, très abîmé. Et si on attend encore, on aura encore plus de dégradation liée aux intempéries, parce que le toit fuit un peu de partout, les sanitaires sont anciens, les sols contiennent peut-être de l'amiante, mais ça on le saura plus tard, comme dans tous les sols que nous avons déjà rénovés, que ce soit la crèche, que ce soit les écoles, etc. C'est un peu la même époque où il y avait de l'amiante, même ne serait-ce que dans la colle des revêtements de sol. Voilà. Donc, bon, c'est une estimation. Oui,
Oui, est-ce qu'on a réfléchi aussi peut-être proposer à une conditionnalité sur les matériaux éco-responsables, biosourcés pour ce genre de travaux qui serait tout de même, je pense, important pour avancer par rapport à aux enjeux climatiques de notre temps. Bon, je vais laisser répondre Francis. Alors, comme dit Madame le maire, on n'est pas tout à fait à ce stade-là. L'idée, c'était quand même de définir un cahier des charges des travaux prioritaires à faire, parce qu'il y a quand même, vous le savez tous, vous allez au centre social et au bâtiment qui accueille la crèche, ce patio-là est fuyard. L'architecture de l'époque est compliquée, avec des bas de versants, des bas de pente dans tous les sens, des schémas caissés, donc l'urgence, c'est vraiment de faire ça. Les sols aussi, de refaire les sols qui seront en mauvais état et qu'il faut qu'on refasse. La salle polyvalente aussi, acoustiquement qui n'est pas sympa du tout. Voilà. Donc c'était le cahier des charges à minima qu'on a demandé aux architectes. Et ensuite, bien évidemment, dans le projet de réhabilitation, le but c'est d'avoir une enveloppe de travaux pour la voter parce qu'on a des délais pour déclencher les subventions. Et après, M. Glorieux, dans le déroulé du projet, effectivement, on aura, les choses se feront avec effectivement une qualité environnementale qu'on demandera sur les matériaux et tout ce qui se fait actuellement, on tâchera de mettre le plus d'ingrédients possible vertueux et effectivement sur des matériaux de qualité, durables, en accord avec ce qui se fait aujourd'hui. Est-ce que vous Voilà. Oui. Et on en discutera en commission de travaux, j'imagine, Roger. Oui, bien sûr, parce que vous voyez bien que ça n'a pas été discuté en commission de travaux à ce stade-là. Hein. C'est là qu'on y reviendra sur ce genre de questions de détail. Oui, Julie Champagne. Le calendrier, vous me rappelez le calendrier prévu pour la réhabilitation, enfin pour ces travaux-là, quoi, du coup. Alors, qu'est-ce qu'on a dit Alors, on n'a pas défini exactement ce qu'on a dit. C'est qu'on allait avancer. C'est vrai qu'on a un certain nombre d'autres chantiers qui vont se programmer peut-être et démarrer un petit peu avant. Aujourd'hui, on va l'affiner en commission de travaux, mais on sait qu'il y a une urgence quand même sur tout ce qui est patio en particulier. Voilà. Donc, on va dire dans le courant de l'année 2021-22. Voilà. L'idée, c'est pas de faire traîner dans trop longtemps, mais c'est pas non plus un projet urgent, prioritaire, dans la mesure où on en a d'autres qui vont s'imposer à nous, comme celui de la RD 37, qui va être un très très gros chantier à suivre. Et vous savez qu'on est limité dans nos capacités de suivi des chantiers. Hein. Donc c'est difficile d'en conduire plusieurs en même temps. Mais bon, on peut commencer à lancer un pendant que l'autre se fait, continuer à travailler comme ça. Il y a un temps et des délais pour les études, pour les subventions, tout un temps incompressible. De toute façon, c'est pour ça qu'on s'y prend avant, pour arriver bien au jour J. C'est bon, il n'y a pas d'autres questions? Alors je soumets cette délibération à votre vote. Qui est pour? Merci. Contre? Abstention? Je n'en vois pas. Elle est donc adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Nous allons redonner la parole à Joachim Costa qui va nous parler de l'installation de pare-ballons au terrain d'honneur de football et une demande de subvention également. Le rapporteur informe l'Assemblée que la commune a été saisie par le club de football de la Bure d'une demande d'installation de 2 paraballons derrière le but de terrain d'honneur afin de compléter l'aménagement du terrain. L'absence de paraballons contribue à l'interruption fréquente de jeu et à la perte de ballon. Le corps arbitral souligne régulièrement cette absence d'équipement sur le terrain d'honneur qui accueille de nombreuses compétitions. Le montant de cet équipement est estimé à 15 026 € hors taxe. Il informe toutefois l'Assemblée que l'acquisition de ce matériel est susceptible d'être subventionnée à hauteur de 5 000 € par la Fédération française de football au titre du Fonds d'aide au football amateur, FAFA. Il est donc proposé au conseil municipal de décider du principe d'équiper le terrain de l'ordre du stade municipal de 2 paraballons et d'autoriser Madame le maire à solliciter une subvention de 5 000 € auprès de la Fédération française de football au titre du Fonds d'aide au football
principe d'équiper le terrain d'honneur du stade municipal de 2 paravallons. Autorise Madame le maire à solliciter une subvention de 5 000 € auprès de la Fédération française de football au titre du fonds d'aide au sport amateur et de signer tout document correspondant dans ce but. Je précise que les crédits suffisants sont inscrits au budget 2020 au chapitre 21. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions sur ce point? Oui, s'il vous plaît. Oui, M. Barat. Cette somme de 15 000 €, c'est issu d'un seul... D'un seul devis? D'un seul devis. On l'a pas vu passer en fait en commission ce point-là. C'est pour savoir comment ça a été, d'où sort cette somme. En commission quoi? Mais justement, si. C'est pas moi de travaux. En tout cas, pas les... Même pas des travaux, c'est un achat de fourniture, hein, en quelque sorte. Hein. C'est un achat d'équipement de fourniture. Oui, enfin, il y a eu plusieurs devis quand même. Parce que c'est pas une somme. Je veux dire, ça vaut peut-être le coup de qui peut répondre? savoir. Tu le sais, Joachim? De toute façon, il n'y a pas 36 000 fournisseurs pour ce genre d'équipement. Ouais. Donc, en principe, on s'adresse aux fournisseurs le plus proche possible, localement, et qui pratiquent les prix pour tous les terrains de foot. Enfin, c'est... Ok. Il y en a eu de plusieurs devis, et en fait, on s'est basé le plus intéressant, parce que faut savoir que les filets font quand même 25 mètres de long, sur 6 de haut, alors qu'il y en a qui font 30. Et on s'est rapproché le plus abordable, quoi, en fait. Ok, ouais. Meilleur prix, voilà. Oui, donc après c'est pour les installations, j'en suis conscient. Ouais. C'est-à-dire On parle juste d'arrêt de jeu en fait là. L'arrêt de ballon. Non, d'arrêt de jeu suite aux Oui, sorties de si ballon. on n'a pas ces filets-là, automatiquement, le temps de récupérer le ballon. Et c'est le seul enjeu, parce que si on achète 2 ballons en plus, on a toujours un Non, ballon. on envoie 3 ballons sur le terrain. Pardon? Non, mais c'est pas si simple que ça. Non. C'est-à-dire qu'il y a les normes aussi maintenant, le football comme partout, surtout qu'on a quand même des bons résultats avec un bon club très actif. Les normes demandent pour les... C'est normal, les abris de touche, les abords des terrains, les filets par ballon, tout à être, disons, à s'améliorer comme les normes dans les bâtiments. Donc petit à petit on avance, et là on est en retard de 3 guerres, disons, sur les paraballons, parce que c'est demandé depuis très longtemps. Et donc on est, disons, on est obligé un peu d'y arriver maintenant, je dirais, parce qu'on a traîné. Et deuxième chose, pour les devis, on a fait évidemment des devis, c'est les devis pour les demandes de subvention. Je te rassure, on a vu d'autres devis, il y aura des bonnes nouvelles, et on arrive bien à la fin. À la fin de l'histoire, on est toujours bien. Ouais, il faut savoir aussi qu'à l'Asmur, ce qui concerne la section football, on est quand même 430 licenciés. Donc des ballons, il y en a beaucoup. Et il y en Non, mais a. là, on parle de matchs de compétition uniquement. Oui, je sais oui, pas oui. combien, d'ailleurs, je ne sais pas combien il y en a par an de compétition à C'est Mazères. pour le terrain d'honneur, et c'est pour qu'il soit bien équipé aux normes de la fédération de football. C'est énorme. Oui. Si c'était énorme, on n'aurait pas C'est de comme compétition, pour je suis sûr. les abris. Comme pour les abris. On finit d'équiper enfin, parce que le club nous réclame depuis longtemps. Comme les vestiaires, les vestiaires en norme aussi. Oui, c'est pour ça, ça fait beaucoup. Au bout d'un moment, ça fait beaucoup sur un... Oui, on va pas... C'est un club qui rayonne quand même sur Mazères. C'est un club qui reçoit beaucoup d'autres clubs. Ouais, ouais. Souvent, Attendez. Alors, Michel Vic. Je vais parler de ne pas servir. Alors, à l'avis, c'est pas le terrain d'honneur du stade du Hameau où il y a un match de rugby tous les 15 jours et qu'après on entretient la pelouse toute la semaine pour le match de rugby. Ici, on est à Mazères, il y a 4-5 équipes minimum qui jouent un week-end sur 2 parce qu'un coin extérieur, un coin à la maison, ça sera la 1, la 2, les filles, c'est-à-dire que ça tourne tous les jours. Il y a tous les week-ends 2-3 matchs sur ce terrain. Il ne faut pas penser terrain d'honneur pour la première et après on n'y joue plus. Donc on ne va pas acheter des filets pour une seule équipe. Si on achète des filets pour l'ensemble des compétitions tous les week-ends. Et si vous êtes intéressé par le sport, je vous invite à prendre le programme de la SMUR. Il est énorme. Il y a énormément de matchs.
voilà, dans les filets, c'est pour tous, c'est pour tout le monde. Et donc la fédération, elle met Voilà, la pression elle nous oblige. sur le club, qui Quasiment. met la pression sur la commune, évidemment, pour se mettre aux normes de ce point de vue-là, parce que chaque fois que le ballon s'en va loin, Je comprends bien le principe. ça fait un arrêt du match, chaque fois. Donc c'est pour éviter de nombreux arrêts de match. Et voilà. Ça se fait partout, hein, dans tous les terrains, je ne vois pas qui lève la main. Oui, Patrick? Il n'y a pas que pour l'arrêt de jeu, c'est aussi ça assure la sécurité des spectateurs et des personnes qui gravitent autour du terrain. Parce que combien de fois on voit arriver aux urgences des personnes avec le nez cassé juste sans pris un ballon qui n'ont pas pu arriver. Très bien. Donc, voilà. Il y a aussi cette partie-là qui n'a pas été décidée. Et puis c'est une norme de la LFFD. Il faut savoir que la commune de Rontignan est déjà équipée aussi de filets. Non, ce que je veux dire aussi, c'est que c'est le moment de procéder à cet équipement, parce qu'en ce moment, on peut bénéficier de cette subvention exceptionnelle de 5 000 € qui est proposée par la FAFA pendant un certain temps. Là maintenant, c'est un petit peu pour pousser les clubs à en profiter et à s'équiper également. Et si on ne le faisait pas cette année, peut-être que l'année prochaine, on n'aura pas la subvention. Donc, voilà, et on sera obligé de le faire aussi. Oui, Francis Land. Et juste dernière chose, je ne suis pas spécialiste, mais les filles, elles jouent en quel niveau? Les filles sont à R1, déjà l'an dernier, elles ont loupé la montée en D2. C'est la porte de la deuxième division pour les filles. En C'est quand même division 2, pour un point, trop de super du Covid. Et les garçons, ils sont en En R3. On reçoit des clubs de Bordeaux. C'est quand même un club qui rayonne, effectivement. C'est ça. Énormément, puis qui est connu, moi je me rends compte, à l'extérieur, la SMUR, les gens connaissent. Hein. Les gens qui s'intéressent au football, en tout cas, de très loin, ils connaissent la SMUR. Et beaucoup de jeunes dans les catégories. Non, mais il n'y a aucun. Je ne connais pas bien. Non, mais la somme de c'est juste euros, que mais bien sûr. faire un poste pour une dépense comme ça, je demande de me renseigner un peu, c'est tout. Oui, mais je vous cache pas que moi, quand j'ai vu ça, je me dis waouh, tout ça pour arrêter les ballons dans un filet, waouh. Donc, c'est vrai, mais après, il faut se rendre aux évidences. Et puis, on va le faire et on sera ainsi aux normes. On pourra recevoir dignement et dans les normes les équipes extérieures. Et ça donne satisfaction en plus au club. Et en plus, on bénéficie d'une subvention exceptionnelle de 5 000 €. Donc, c'est le moment ou jamais de le faire. Roger. Juste pour terminer, une anecdote. Quand ils sont venus, la fédération, pour regarder les poteaux de foot, ils viennent avec une machine spéciale, ils viennent voir la résistance du poteau, parce que c'est ce niveau-là. Ils viennent voir la distance qu'il y a par rapport au sol au millimètre. C'est-à-dire que ça devient sérieux. Après, c'est normal aussi, c'est du sport sérieux au niveau de la ligue. Donc, ils nous imposent des normes, et toujours, évidemment, pour améliorer, pour sécuriser, parce qu'évidemment, maintenant, s'il y a quelqu'un qui se blesse, comme il disait, c'est catastrophique, donc disait Pachi. Donc, on est obligé, et on a toujours une guerre en retard vrai dans une municipalité, pour les ERP et tout ça, vis-à-vis des normes, parce qu'on essaie de suivre, mais c'est toujours des finances derrière, et donc on est toujours en retard pour les mettre en normes. Mais je vous remercie de vos questions parce que ça nous permet d'éclairer aussi les explications pour tout l'ensemble des élus qui sont là, évidemment. Vous avez d'autres questions? C'est bon, merci. Pas d'autres remarques? Alors je le mets au vote. Qui est pour? Qui est contre? Et qui s'abstient? 3 abstentions. Donc adopté à la majorité avec 3 abstentions. Je vais donner la parole à Bruno Vermès pour présenter la désignation des membres de la commission locale d'évaluation des charges transférées. Bruno Vermès. Madame le maire, informe les membres du conseil municipal. À l'issue du renouvellement général des conseils municipaux, il convient de renouveler la désignation des représentants de la commune au sein de la commission locale d'évaluation des charges transférées, CLECT, de la communauté d'agglomération Pau-Pyrénées. Elle rappelle que cette instance, rendue obligatoire par l'article 1609 nomise C4 du Code des impôts pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, intervient lors de tout transfert de charges résultant soit d'une extension des compétences de l'EPCI
en application de la procédure de l'article L. 5211-17 du Code général des collectivités territoriales, soit de la définition de l'intérêt communautaire de telle ou telle action, conformément à l'article L. 5216-5, du CGCT. Les évaluations auxquelles elle procède servent notamment à déterminer le montant de l'attribution de compensation. Les membres de cette commission sont désignés librement par chacune des communes membres parmi les conseillers municipaux selon les modalités définies par l'EPCI. Par délibération en date du 9 juillet 2020, la communauté d'agglomération Pau Béarn-Pyrénées a fixé l'effectif de la CLECT à 43 membres répartis comme suit. Un représentant pour les communes jusqu'à 9000 habitants. 2 représentants pour les communes comprises entre 9000 et 15 000 habitants. 3 représentants pour les communes au-delà de 15 000 habitants. Il convient donc de désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant pour siéger au sein de cette commission. Merci Bruno. Donc nous faisons partie des communes de jusqu'à 9000 habitants et nous allons devoir désigner un représentant, un titulaire et un suppléant. À ce stade-là, je vous informe que nous avons la possibilité, selon le Code général des collectivités locales, de procéder à ce vote à main levée. Et si l'unanimité des élus accepte de voter à main levée, nous voterons pour le titulaire et le suppléant à main levée. Si un seul d'entre nous ne souhaite pas un vote à main levée, nous procéderons à un vote à bulletin secret. Donc je soumets dans un premier temps au vote, à votre vote, la possibilité de voter pour ce titulaire et suppléant à main levée. Qui est pour un vote à main levée? On dirait que c'est la totalité. Il n'y a pas d'opposition ni d'abstention. Donc nous allons pouvoir voter à main levée. Je vous propose comme titulaire Bruno Vermès et comme suppléant Michel Bille. Qui est pour la désignation de ces deux élus? Qui est contre? Qui s'abstient? Personne. C'est donc Bruno Vermès et Michel Bille, Bruno Vermès titulaire et Michel Bille suppléant, sont désignés à l'unanimité par le conseil municipal. Je peux poser une question? Oui. C'est juste avoir un peu des sous-titres en langage. Moi j'ai du mal à comprendre ce qui s'y fait dans cette commission. Alors, la commission locale d'évaluation des charges transférées, qu'on appelle couramment, quand on est à l'habitude, c'est dans le jargon, ça s'appelle la CLECT. Ouais. C'est la commission communautaire qui évalue ce que sont les charges qui seront transférées de la commune vers la communauté d'agglomération en cas de transfert d'un équipement ou d'un service. Et alors ça nous arrivera certainement très rarement, mais ça peut nous arriver. Et par exemple, dans le dernier mandat, c'est ce que nous avons fait pour le transfert de la crèche communale à la communauté d'agglomération, qui est donc devenue une crèche communautaire. Il faut évaluer, et très finement, c'est un vrai travail très sérieux et très long, évaluer exactement ce que coûte une crèche communale à la commune avant de transférer cette évaluation, cette charge à la communauté d'agglomération. On discute beaucoup, pas mal. Ça a été un très long processus qui a duré des mois et des mois et des mois pour se mettre d'accord. Voilà. Donc ça sert à ça. Et dans cette FLECT siègent des élus de toutes les communes. Et nous devons nous désigner aujourd'hui, comme nous sommes encore dans la fin
de l'organisation du conseil communautaire et des communes. Hein. Donc ça, on ne l'avait pas encore fait. Et donc, nous désignons 2 personnes pour siéger au sein de la CLECT et qui défendront les intérêts de la commune de Mazères si nous transférons un service ou des bâtiments ou je sais quoi. Et du coup, dans cette commission passe aussi tout ce qui est transféré à l'échelle de tout, entre chaque commune de l'agglo vers l'intercommunalité. Oui. Tout est discuté pour tout le monde en fait aussi. Absolument. C'est ça que vous prenez part. Quand on y participe, on représente, on discute aussi des projets des autres. Okay. Enfin, en tout cas, on y assiste. On peut donner un avis, poser des questions. Merci. Y a-t-il d'autres questions? C'est vrai que c'est très technique. Hein, et c'est pas facile quand on est dedans. Bon courage, merci en tout cas pour les volontaires que j'ai désignés pour le faire. Il n'y a pas d'autres questions, il n'y a pas de remarques. Alors je le soumets au vote qui est pour. Merci. Qui est contre? Abstention? Il n'y en a pas, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Nous allons passer à la suivante. Je vais donner la parole à Michel Bille pour la convention de mise à disposition d'un agent de l'éducation nationale dans le cadre de l'accompagnement d'un élève de l'école en situation de handicap. Alors le maire informe l'Assemblée que par décision en date du 23 juin 2020, la Commission des droits à l'autonomie des personnes handicapées, CDAPH, a reconnu le besoin d'une aide à l'inclusion scolaire d'un élève scolarisé à l'école élémentaire de Mazères-le-Zon. Un accompagnant des élèves en situation de handicap, AESH, a donc été affecté à l'accompagnement de cet élève. Dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, cet accompagnant est appelé à exercer certaines activités explicitement prévues dans la notification de la CDAPH sur le temps méridien de la cantine scolaire. Pour ce faire, il est nécessaire de passer une convention de mise à disposition de la commune de Mazères-le-Zon, organisatrice du service de cantine. Cette convention prévoit et organise les responsabilités ainsi que les tâches de l'AESH. L'AESH demeure ainsi le salarié de son employeur qui continue d'assumer à son endroit toutes les charges et obligations inhérentes à sa qualité d'employeur. Toutefois, sans préjudice du maintien de ce lien de subordination, il pourra recevoir en tant que de besoin de la part du maire ou de son représentant des directives et instructions entrant dans ses attributions et missions, ceci afin de préserver le bon fonctionnement du service. Le temps de mise à disposition est compris dans le service de l'AESH et n'ouvre pas droit à rémunération supplémentaire. La seule obligation pour la commune, en tant que collectivité organisatrice du service, est d'assurer l'AESH en responsabilité civile. Par ailleurs, la commune a la faculté de décider de prendre totalement ou partiellement le repas de l'AESH. La durée de la convention est prévue jusqu'à la fin de la scolarisation de l'enfant ou le changement d'affectation de l'AESH. Considérant que l'intervention de l'AESH pendant le temps de cantine est de nature à soulager le service périscolaire, il est donc proposé à l'Assemblée de donner son accord à son intervention sur le temps de cantine scolaire, d'autoriser le maire à signer la convention correspondante avec le chef d'établissement du lycée Montesquieu de Bordeaux, employeur de l'ASEH. De prendre en charge la totalité du coût du repas de l'AESH. Donc, invité à se prononcer après avoir délibéré, le conseil municipal donne son accord pour l'intervention de l'accompagnant des élèves en situation de handicap sur le temps méridien de la cantine scolaire. Autorise Madame le maire à signer la convention de mise à disposition correspondante avec le chef d'établissement du lycée Montesquieu de Bordeaux, employeur de l'AESH. Il décide que la commune prendra en charge la totalité du coût des repas de l'AESH. Merci.
crois que la délibération est assez claire. On doit juridiquement autoriser cet AESH à intervenir pendant la pause méridienne parce que la pause méridienne, c'est-à-dire le repas à la cantine, relève de la compétence de la commune. Donc, bien sûr qu'on l'autorise, surtout que cet enfant qui déjeune à la cantine a besoin de son AESH, y compris pour le temps du repas. Et je vous propose de lui offrir le repas en totalité pendant toute la durée de son intervention aux côtés de cet enfant. Il n'y a pas de questions? Juste une. Enfin, bon, Oui, monsieur Barra. au principe, je suis tout à fait pour, mais techniquement, est-ce qu'il y a une espèce de compensation ou quelque chose, puisque du coup cette personne se retrouve sans pause déjeuner à proprement parler. Elle travaille pendant son déjeuner. Est-ce qu'il y a. Comment ça marche dans ce cas-là? C'est son employeur, c'est la question de son employeur. Elle est rémunérée par son employeur, c'est l'Académie de Bordeaux, y compris pendant le temps du déjeuner. Mais juridiquement, nous devons l'autoriser. Non, mais ça je comprends bien. Vous ne savez pas comment c'est géré, si elle a une compensation pour ce temps, cette journée sans pause. Non mais, attends, non mais, ça n'est pas notre... Oui, ça ne c'était relève par pas curiosité. de nous. Oui, elle est payée pour une prestation du matin au soir. C'est écrit, ça n'ouvre pas droit à rémunération supplémentaire. Donc, pas supplémentaire, mais on lui offre le repas. Mais ça, c'est l'académie. C'est pas de l'employeur, on est d'accord. Voilà. Nous, on n'est pas son employeur, mais on l'autorise à être là, y compris pendant ce temps-là, et on lui offre le repas, si vous êtes d'accord. Il y a d'autres questions? Non? Alors je vous soumets à votre vote. Qui est favorable? Merci. Qui s'abstient? Qui est contre? Personne. C'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Nous allons passer à une autre délibération que Nicole Bijoux va nous présenter. Il s'agit d'avancement de grade et donc de la modification du tableau des effectifs du personnel de la commune. Le maire rappelle à l'Assemblée, conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet, nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu'il s'agit de modifier le tableau des emplois ou permettre des avancements de grade. En cas de suppression d'emploi, la décision est soumise à l'avis préalable du comité technique. La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé. Considérant le tableau des emplois adopté par le conseil municipal le 12 février 2020, considérant la nécessité de prendre en compte l'évolution des postes de travail et des missions assurées, le maire propose de créer un emploi d'adjoint technique principal de première classe pour assurer les missions de responsable de la cantine scolaire. Un emploi d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles principales de première classe en vue d'assurer les missions d'assistance au personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants de l'école maternelle, ainsi que pour la préparation et la mise en état de propreté du matériel et des locaux servant directement à ces enfants. Enfin, un emploi de rédacteur territorial pour assurer les missions de gestion administrative, notamment en matière budgétaire et comptable, en matière de suivi du personnel ou encore de rédaction des actes juridiques. Invité à se prononcer et après en avoir libéré, le conseil municipal décide de créer un emploi d'adjoint technique principal de première classe, un emploi d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles principales de première classe, un emploi de rédacteur. Précise que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l'agent nommé dans l'emploi sont inscrits au budget, chapitre 12, article 6411. Merci beaucoup, Nicole. Alors, au cas où ça ne serait pas assez clair, je précise que quand on dit qu'il s'agit de créer 3 emplois, ce ne sont pas 3 nouveaux emplois, ce ne sont pas 3 nouvelles personnes qui vont intégrer nos services. Il s'agit du changement de grade des emplois qui existent déjà et qui sont occupés déjà par les personnes qui vont changer de grade. D'accord?
Ça s'appelle une évolution de carrière et une promotion, en clair. Mais c'est la même personne. Alors on dit qu'on crée un emploi parce que dans la fonction publique, c'est comme ça que l'on s'exprime et donc on respecte parfaitement le vocabulaire et la tournure des phrases juridiques de la fonction publique dans la délibération. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Monsieur Glorou. oui, je me pose la question. Donc les emplois de ces personnes-là, les anciens emplois, elles vont faire ce qu'elles faisaient avant, plus autre chose, ou comment ça se passe? Oui, ça peut être comme ça. Ça Donc peut être aussi leur mission qui a évolué. Ce sont des gens qui ont souvent fait de la formation, qui se sont formés, qui se sont perfectionnés, améliorés, et donc pour qui on peut modifier l'emploi qu'ils occupent déjà pour l'élargir ou pour le faire évoluer. Et donc, on adapte leur grade et la rémunération qui va avec, évidemment. Parce que s'il y a donc des postes tout de même supplémentaires, une charge de travail supplémentaire, est-ce qu'il n'y a pas une pression après sur les salariés? Non, alors ce n'est pas du travail supplémentaire, c'est du travail qui évolue. D'accord. Il n'y a pas de pression, hein. Au contraire, Qu'elles font déjà. Qu'elles font déjà, d'ailleurs. Et sans que l'on modifie leur cadre d'emploi, leur emploi. Ah, qu'elles font déjà. C'est une reconnaissance de l'évolution. D'abord, il y a des tâches qui évoluent, il y a des missions qui évoluent, et puis il y a des gens qui se forment aussi pour s'adapter à l'emploi. On a parlé par exemple de la cantine scolaire. Oui, même à la cantine scolaire, un emploi peut évoluer en raison du contenu des tâches, mais ça ne veut pas dire qu'il va faire plus de tâches. Il va les faire autrement, parce qu'il y a du matériel, il y a des choses qui changent. Donc voilà, c'est surtout une façon de récompenser les personnes qui savent s'adapter, évoluer, s'adapter à un emploi qui évolue. Tous les emplois évoluent. Donc c'est une reconnaissance aussi de leur mérite, de leur progrès, de leur formation. Mais ce n'est pas un emploi pour leur donner plus de travail. C'est le même emploi qui évolue. Ça répond à votre question? Oui, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc je le soumets au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Personne. C'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Et nous passons à la dernière délibération que je vais donner à Roger Pédeflous pour vous la présenter. Il s'agit de la création d'un emploi d'adjoint technique non permanent pour accroissement temporaire d'activité. Le maire propose au conseil municipal la création d'un emploi non permanent d'adjoint technique à temps complet pour renforcer les services techniques de la commune afin de faire face à un accroissement momentané d'activité. L'emploi sera créé pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021. La durée hebdomadaire moyenne de travail sera fixée à 35 heures. Cet emploi appartient à la catégorie hiérarchique C. L'emploi serait pourvu par le recrutement d'un agent contractuel en application des dispositions de l'article 3.1 de la loi du 26 janvier 1984, modifiée relative à la fonction publique territoriale, qui permet le recrutement d'agents contractuels pour faire face à un accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale cumulée de 12 mois par période de 18 mois consécutifs. L'emploi pourrait être doté du traitement afférent à l'indice brut 350. Merci Roger. Donc je vous demande si vous êtes d'accord pour décider de la création pour une période d'un an, d'un emploi non permanent, à temps complet, d'adjoint technique. Et de m'autoriser à signer le contrat de travail correspondant. Et je m'empresse de préciser que les crédits sont suffisants, sont prévus au budget de l'exercice. Monsieur Barra. Oui, s'il vous plaît, un accroissement temporaire d'un an.
Est-ce qu'on peut savoir de quoi il s'agit? Oui, alors il s'agit d'un agent technique. Les agents techniques, ce sont les agents du service de l'entretien, voirie, espace vert, etc. Et nous avons une surcharge de travail depuis plusieurs mois parce que nous avons un agent a quitté la commune pour travailler ailleurs, à son compte exactement. Cet agent n'a pas encore été remplacé pour des raisons de pandémie, de Covid, tout ça, ça va traîner. Puis pour des raisons, à cause de tout ça d'ailleurs, nous n'avons pas reçu les bonnes candidatures pour occuper cet emploi. Et par ailleurs, pendant ce temps, eh bien, il y a eu le printemps, il y a eu l'absence d'activité pendant plusieurs semaines, je ne dirais pas plusieurs mois, mais c'est presque ça, des agents qui étaient confinés, n'est-ce pas? Même s'ils sont ponctuellement venus faire certains travaux pendant le confinement. Et donc il y a un retard considérable qui s'est accumulé d'entretien, parce qu'il ne s'agit pas seulement de tondre ou de tailler, il y a d'autres travaux d'entretien, comme de la peinture, de la réparation, des choses comme ça. Donc il y a énormément de travail qui s'est accumulé, et les personnels qui sont là aujourd'hui n'arrivent pas à rattraper. C'est ajouté à cela un des agents qui a été en congé maladie. Il y est peut-être toujours d'ailleurs? Non, il est revenu. Il est encore en congé maladie. Alors, tout ça cumulé, ça pèse beaucoup et ça met beaucoup de pression, pour reprendre une expression que j'ai entendue tout à l'heure, sur ceux qui restent. Et donc, l'idée, c'est juste de soulager ce service, de venir lui proposer du renfort pour voilà, rattraper tous les travaux qui sont en souffrance actuellement et encore pendant de longs mois. Et théoriquement, ça débouchera quand même sur un poste non temporaire, puisque c'est un remplacement d'un... Non, non, parce que pendant ce temps... Pas cette embauche-là, mais... Non, pas celui-là. Aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est un poste... Voilà, ce que nous faisons dans le même temps, hein, c'est recruter quelqu'un sur un poste bien défini, avec des critères bien définis, un grade, des échelons, etc., qui sont nécessaires à la bonne marche de ce service. Oui, oui, donc on va embaucher quelqu'un, mais ça ne sera pas forcément celui-là qui va venir pour une période provisoire pour prêter main forte. Merci. Voilà, donc on va embaucher quelqu'un. Il y a un poste qui est resté vacant, en fait, pendant tout ce temps. Oui, au lieu d'être 4, ils sont 3 et parfois 2 quand il y a des malades. Donc, et les congés. Et les congés, oui. Et pendant tous les congés aussi. Oui. Donc l'organisation du service, elle est assez déstabilisée depuis le début de l'année, depuis le mois de mars, on va dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Alors je soumets cette délibération à votre vote. Qui est pour? Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Je n'en vois pas. Elle est donc adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. L'ordre du jour est épuisé. Et je lève la séance du conseil municipal. Je vous remercie. Alors la séance est... Questions diverses. Non, je n'ai pas reçu. Je n'ai pas reçu de questions diverses. Ok. Je pensais qu'on pouvait les soumettre... J'entends pas. Je pensais qu'on pouvait les... Oui. Il faut qu'elles soient à l'ordre du jour. Je vais vous renvoyer un ordre du jour derrière, après, avec les questions que vous avez ajoutées ou validées ou rejetées. Non. Si vous aviez une question diverse, désolé, vous auriez dû la présenter quelques jours avant. Il y a un délai légal, 3 jours, 4 jours. Hein, 4 jours avant la tenue du conseil municipal. Et à ce moment-là, j'aurais dit il y a une question diverse et vous l'auriez présentée. Ou moi, je ne sais pas, je ne sais pas comment on fait d'ailleurs. Toujours est-il que dans l'ordre du jour, il n'y a pas eu de questions diverses demandées. Par conséquent, on ne la traite pas aujourd'hui, mais si vous souhaitez qu'on la présente au prochain conseil municipal, je vous invite à en faire part prochainement. Je vous remercie tous. Je vous souhaite une bonne soirée. Vous savez, alors on n'est plus dans le conseil municipal. Vous avez trouvé ça sur votre table. C'est une information qui a été distribuée pendant le week-end dans le quartier du Sulky
habitants de ce quartier, de travaux qui commencent cette semaine. Des travaux dont on a évoqué d'ailleurs pendant le débat tout à l'heure. C'est pour votre information. Je vous remercie tous, je remercie ces dames de la presse qui se sont déplacées. Et bonne soirée à tous.